l'idée c'est de commencer à discuter en notions révolutionnaires, préciser certaines notions révolutionnaires dans la catégorie de centrisme. Que, como on va voir, c'est rien à voir avec la notion topologique, pour le dire comme ça, c'est-à-dire c'est pas parler del centre politique, sinon on va discuter, c'est pas qu'il y a la gauche, la droite, il y a quelqu'un al centre, c'est pas ça qu'est-ce que on veut dire, sinon on préciser en catégorie politique. Et donc, bon, je vais commencer avec précisément en question préalable del même Trotsky qui dit de quoi on parle. C'est ça. C'est une erreur fondamentale de penser que le centrisme, entre guillemets, est une description géométrique ou topographique comme au Parlement. Pour un marxiste, les concepts politiques sont définis non pas par des caractères de forme, mais par leur contenu de classe, considéré d'un point de vue idéologique et méthodologique. Les trois tendances à l'intérieur du mouvement ouvrier actuel, le réformisme, le communisme et le centrisme, découlent inéluctablement de la situation objective du prolétariat sous le régime impérialiste de la bourgeoisie. C'est ça lo que on va discutir, es decir, pour Trotsky, el centrismo, como él dit à la fin, se découle de la situation objective del prolétariat. ¿No? Y en train de parler dans les années 30, y dans les années qui sont la démocratie bourgeoise en train de se fonder beaucoup, es decir, il y a le début, il y a la victoire, la défaite historique de la classe ouvrière allemande, la classe ouvrière plus puissante d'Europe avec la victoire de Hitler, et il commence à avoir beaucoup de conséquences sur les partis politiques, en spécial les partis social-démocrates, es decir, dans l'ensemble du continent européen et aussi dans la France. Et Trotsky, il commence à revenir sur une catégorie qui s'était utilisée aussi à l'après-Première Guerre mondiale, y en especial dans la Révolution allemande, qu'on verra quelques exemples. Donc, la première question, c'est que c'est une catégorie qui découle de la situation du mouvement ouvrier, donc on va voir là les différents courants du mouvement ouvrier pour la comprendre. Trotsky même, il parle après d'un des principaux courants que c'est important pour se localiser dans la discussion, que c'est le réformisme. Le réformisme est le courant qui est né dans les couches supérieures privilégiées du prolétariat et reflète leurs intérêts. Dans certains pays, particulièrement, l'aristocratie ouvrière et la bureaucratie ouvrière forment une couche très importante et très puissante avec une mentalité qui est dans la plupart des cas petite bourgeoise en vertu des conditions même de leur existence et de leur mode de pensée. Mais elles doivent s'adapter au prolétariat sur le dos duquel elles se sont élevées. Donc ça c'est la définition, pas politique, sino plus matérialiste, sociale, que fait Trotsky de quelles sont les bases del réformisme. Como vous voyez, Trotsky est en train de parler surtout du réformisme historique, le réformisme qu'il avait émergé, ascendu, ¿no? C'est bien, monté pendant l'époque plus organique del capitalisme, es decir, à la fin del 19e siècle, en spécial la social-démocratie allemande, qu'il y avait un développement plus organique, plus stable, avec essentiellement avec beaucoup avec les syndicats, des associations, mais aussi une montée importante, une croissance importante à niveau électoral. Ça a donné à niveau des parlementaires, des syndicalistes, des positions importantes dans la classe ouvrière, mais aussi de stabilité, parce que la démocratie bourgeoise était encore stable. Et la définition de Trotsky vient il parle de cet réformisme. Je dis parce que aujourd'hui, en regardant aujourd'hui
cette définition du réformisme, il y a évidemment des traits que se continuent encore, mais une caractéristique del néolibéralisme même était qu'il a frappé fort à l'aristocratie ouvrière même. Donc, y deuxièmement, ça se voit, par exemple, dans un pays comme les États-Unis, que l'American Way of Life n'existe plus et la tendance de beaucoup de couches del prolétariat qui se considèrent même de la classe moyenne c'est en train de fonder. Et aujourd'hui, le phénomène del réformisme, qui était, par exemple, même c'était un réformisme pas ouvrier, spécificité des États-Unis, mais par exemple lié al rooseveltisme, aujourd'hui, les États-Unis, la classe ouvrière n'existe pas. On est en train de voir, surtout les prolétariats plus blancs, surtout, le phénomène del trumpisme qui se développe là. Ça, ce n'est pas réformisme, évidemment. Je dis, mais pour localiser premièrement les concepts, c'est important d'avoir ces visions, parce que même si, je répète, les bases sociales des réformismes, même dans le néolibéralisme, sont en train de fonder, et en plus, on commence à voir de façon importante en crise organique, en crise de la démocratie bourgeoise, que c'est l'autre élément qui donnait stabilité au réformisme. C'est ça qu'on va aussi voir aussi dans les années 30, c'est important pour la caractérisation du centrisme. Mais je lis la définition de Trotsky, c'est encore valable, parce que si vous voyez, par exemple, ici en France, la bureaucratie de la CGT, la bureaucratie du Sud même, qui est plus à gauche, il y a beaucoup de traits petits bourgeois, de petits bourgeois, avec plus ou moins de privilèges matériaux. Quelquefois, sont des privilèges de ne pas travailler seulement. Mais que c'est pas rien. Oui, mais je dis, il y a d'autres cas qui même sont des privilèges matériels plus en plus importants, de corruption, des choses comme ça, qui aussi existent encore en moment ouvrier. Ici en France, la RATP, par exemple, c'est très connu. Par exemple, en Espagne, je pense qu'il y a une bureaucratie syndicale plus forte et plus importante. Es decir, incluso influence plus en quelques secteurs del moment ouvrier. Par exemple, si vous regardez la bataille, la dernière bataille les ouvriers ¿cómo se llama? De chantier naval, il y a la majorité des ouvriers sont contre, mais il y a une base sociale très réduite encore, mais des appareils syndicaux aussi dans la classe ouvrière. Où le syndicalisme, il est encore plus fort, comme c'est le cas de l'Allemagne, par exemple, ou comme c'est le cas, même à notre échelle, de l'Espagne, ça, c'est une question qui est encore valable, et aussi en France, elle est valable, même si, je répète, par exemple, on pourrait, le soutien historique du réformisme, après, je ne parle pas historiquement, sinon surtout après la Deuxième Guerre mondiale, avec comment s'appelle, les 30 gloriosos, était, par exemple, le prolétariat de l'automotrice. Automobile. Aujourd'hui, c'est un des secteurs plus exploités de la classe ouvrière. On le connaît directement avec notre camarade Vincent Douce. Peut-être, par exemple, les camarades de Toulouse il y a des couches qui s'appliquent plus ces formules, par exemple, avec le prolétariat d'Airbus. Ce n'est pas un hasard que le principal syndicat, c'est Force ouvrière. Je dis parce que même si la catégorie, parce que c'est pour ça que le réformisme il est en crise, camarades. Mais que cette crise ne signifie, c'est inégal et combiné, ce n'est pas le même à l'Allemagne que la France, mais même en la France, il y a, c'est pas que la catégorie aristocratie ouvrière n'existe plus, il est moins entendu, mais il y a quelques couches que cette caractérisation de Trotsky se donne de façon importante. Je dis pour contextualiser, es decir, lire les classiques, pour voir la définition à fond, mais aussi voir qu'il a changé que la spécificité, parce qu'on est à un moment que c'est pour ça que aussi j'ai priorisé de faire cette discussion, parce qu'on entre de quelque façon
avec beaucoup de différences évidemment, en situation convulsive comme les années 30 en l'Europe capitaliste de ce moment. Non? Ça, c'est la première question que je voudrais dire. Il y a, pour finir la caractérisation de réformiste, une dernière citation de Trotsky que c'est important pour le voir, comment pense cette couche sociale du prolétariat. Ce petit paragraphe. Ce petit paragraphe. De cette couche supérieure de réformistes, entre guillemets, on ne peut moins que tout dire qu'ils n'ont rien à perdre que leur chaîne. Au contraire, pour tous ces premiers ministres, maires, députés et dirigeants syndicaux, la révolution socialiste signifierait l'expropriation de leur position privilégiée. Ces chiens de garde du capital ne protègent pas simplement la propriété en général, mais surtout leur propre propriété. Ce sont des farouches ennemis de la révolution libératrice du prolétariat. Sur ça, on a l'explication matérialiste de pourquoi ces couches sociales et ces dirigeants sont contre-révolutionnaires. C'est-à-dire, ils ne veulent pas la révolution. Ils sont un obstacle pour la révolution. Ils sont consciemment hostiles à la révolution. Ce n'est pas seulement qu'ils sont un obstacle, sino qu'ils travaillent pour empêcher la révolution. Ça, c'est important de voir. C'est pour ça que, par exemple, on ne peut pas convaincre à la bureaucratie ouvrière. Ce n'est pas avec une discussion politique. Avec la bureaucratie ouvrière, c'est un rapport de force, la bataille fractionnelle, la bataille politique, même cachée. Parce que c'est en couche. Je dis une chose que pour beaucoup de vous, peut-être c'est un bas de soi, mais par exemple, dans le moment trotskiste, il y a beaucoup de gens qui considèrent surtout que c'est possible de convaincre surtout les bureaucraties de gauche. Les bureaucraties de gauche aussi ont des intérêts matériels et cogitent, réfléchissent de cette façon. Plus ou moins, il y a avec différents langages, etc., mais réfléchissent comme ça. Ça, c'est important parce que, par exemple, ici en France, et peut-être les camarades de l'État espagnol, avec les syndicats alternatifs, ici, par exemple, ici en Sud, se présentent comme autre chose. Mais ils réfléchissent comme ça. Socialement, réfléchissent comme ça, et politiquement, c'est pour ça qu'il est contre-révolutionnaire. Quelquefois, ces traits contre-révolutionnaires ne sont pas évidents, parce qu'il n'y a pas besoin, mais quand le régime, il y a besoin d'eux, ça se voit clairement, en général, dans les secteurs à gauche, en suivant les grandes confédérations, soit la CGT, et aussi, dans le dernier conflit de retraite, à la intersyndicale dirigée par la CFDT. Donc, ça, c'est la première question. Trotsky disait qu'à l'opposé du réformisme, sous le nom politique communiste et prolétarien, communisme marxiste, nous comprenons un système de lutte d'idées et de méthodes qui vise le renversement révolutionnaire de l'État bourgeois pour les méthodes qui consistent d'abord à unir les prolétariats marqués par la dictadure, puis pour la réorganisation de la société de façon socialiste. Donc, à l'opposé du réformisme, il y a le courant révolutionnaire, marxisme révolutionnaire, le prolétariat qui défend les intérêts historiques du prolétariat. Ça, on connaît mieux. Non, parce que bon, c'est le parti que, par exemple, c'est la courant que nous essayons de construire. Non? On connaît plus que ça signifie, on parle plus tout le temps pourquoi notre Daniel a parlé, par exemple, du topo de hier sur le centrisme, quelle est notre conception sur l'hégémonie ouvrière. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez plus, donc je passe plus à la définition du centrisme. Mais c'est important d'avoir en tête donc, qu'il y a un pôle, que c'est un pôle réformiste avec toutes les caractéristiques que nous avons parlé, et de l'autre côté, c'est le pôle évidemment révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est le centrisme? Donc, c'est Trotsky qui le dit. Ainsi, les deux courants fondamentaux de la classe ouvrière mondiale sont d'un côté le social-impérialisme et de l'autre le communisme révolutionnaire. Entre ces deux pôles viennent un certain nombre de courants et de groupes transitoires qui changent constamment d'apparence et sont toujours en train de se transformer ou de se déplacer, allant parfois du réformisme au communisme, parfois du communisme au réformisme. Ces courants centristes n'ont pas
et par leur nature même ne peuvent pas avoir une base sociale bien définie. Cependant que le réformisme représente les intérêts des sommets privilégiés de la classe ouvrière et que le communisme est le porte-drapeau du prolétariat lui-même, le centrisme exprime le processus de transition à l'intérieur du prolétariat, différentes vagues à l'intérieur de ces différentes couches et les difficultés dans le progrès vers les positions révolutionnaires finales. C'est précisément pourquoi les organismes de masse centristes ne sont jamais stables ni viables. Donc c'est une définition très intéressante de Trotsky. La clé del centrisme, c'est qu'il balance entre ces deux courants fondamentaux del mouvement ouvrier. Soit à gauche, c'est-à-dire soit del réformisme à la révolution, soit l'inverse, ¿no? de la révolution à el réformisme. C'est pour ça qu'on définit quelquefois qu'il y a centrisme de droite, par exemple, si c'est le deuxième cas, ou il y a, si la évolution c'est vers la révolution, on appelle centrisme de gauche. Ça, c'est important parce que la clé que dit Trotsky, il n'est pas, à différence del réformisme, et à différence de la courant révolutionnaire, se maintient, peut avancer, reculer, mais se maintient avec une logique stable, le réformisme, c'est le contraire. Il ne peut pas être stable. Hein? El centrisme, pardon. Il ne peut pas être stable. Parce qu'il est soumis à ces deux courants fondamentaux, cette pression. Et dans l'histoire, on verra, ça c'est une question qui s'est vérifiée. Il y a eu beaucoup de courants centristes, mais qui ont évolué, et qui n'ont pas se développé historiquement. Et si se sont développés à un moment, surtout quand il y a la crise del réformisme pour motifs historiques liés à que les conditions de stabilité des courants fondamentaux du mouvement ouvrier n'existent pas, ou sont en train de se effondrer. Donc, il commence à émerger des courants centristes, en spécial, c'était une question importante dans les années 30, c'était une question importante, on verra après aussi, dans la révolution allemande. Es decir, cuando il y a révolution contre révolution, c'est une tendance que les différentes couches del mouvement ouvrier évoluent d'un côté à un autre. Es decir, ils sont des moments de transition. C'est pour ça que même les courants centristes, et c'est pour ça qu'ils ne se consolident pas. Soit évoluent, il y a des courants, par exemple, qui ont fini pour être gagnés pour les communistes révolutionnaires, qui ont fondé même un parti communiste révolutionnaire, soit sont courants qui, à la fin, ont fini en revenir al réformisme. Mais ce qui nous intéresse, parce que se comprend qu'il existe, c'est possible, parce que si le réformisme, si la classe ouvrière serait toujours réformiste, c'est une conscience immédiate de la classe ouvrière, le syndicalisme, mais quand il y a des grands, si serait toujours comme ça, si la stabilité serait permanente, pérenne, ce ne serait pas possible de penser la révolution. De l'autre côté, el centrisme c'est important parce que ce n'est pas vrai du tout que la rupture avec le réformisme, c'est qu'un jour les masses sont réformistes et à l'autre jour, à l'endemain, sont révolutionnaires. Non. Il y a tout un arc-en-ciel de courants que nous appelons maintenant, qu'on a la définition centriste, qui reflète les différents états de transition du mouvement ouvrier. Ça, c'est important. Et après, on verra comment discuter, parce que ce qui nous intéresse de cette discussion, premièrement, c'est avoir clarté de la notion, de la définition del concept révolutionnaire,
pour voir en quelle mesure se peut appliquer à la réalité d'aujourd'hui ou se appliquerait dans le futur, pour évidemment comme un outil important pour faire de la politique. Ça va jusque-là, camarades? Por ejemplo, dit Trotsky, el centrisme reflète les différents types d'évolution du prolétariat, sa croissance politique, sa faiblesse révolutionnaire, liée à la pression de toutes les autres classes de la société exercent sur lui. Rien d'étonnant à ce que la palette du centrisme soit si colorée. Donc, ça c'est en question. Sa faiblesse révolutionnaire, c'est une question très importante parce qu'il y a quelquefois, par exemple, c'est part de notre expérience politique. On voit, par exemple, que quelques ouvriers, ou même quelques étudiants, mais surtout les ouvriers, le réformisme, quelquefois, surtout la politique de la bureaucratie syndicale, ne les convainc pas. Ça on côtoie ça et on voit ça. Mais ça ne suffit pas, ça a le début d'une rupture, un début d'une évolution, mais ça se voit encore, surtout aujourd'hui, par exemple, la faiblesse révolutionnaire. C'est une question précisément parce que une des contradictions pour penser les choses aujourd'hui, c'est que d'un côté encore, le réformisme il est très en crise, mais le pôle révolutionnaire il est très affaibli. Avec on paye encore la crise del stalinismo, l'association del comunismo avec le stalinismo, on paye el tournant néolibéral le principal appareil réformiste et stalinien aussi. Tout ça, et on voit que le pôle révolutionnaire, il est faible, et ça, peut-être, il y a quelques conséquences aussi sur comment peut évoluer le centrisme, parce que le pôle révolutionnaire, il n'est pas aussi important que peut-être en d'autres moments. Pour donner un exemple historique, un exemple historique très important que pour moi c'est très parlant pour que vous compreniez de façon vivante cet phénomène politique. Je voudrais parler pendant la révolution allemande de 18-19, se développe un parti centriste très important à la gauche de la social-démocratie, que c'est le USPD, Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne. Je vais lire une citation d'un travail d'un historien pour que vous ayez une idée de ce parti, pour connaître son caractéristique jusque-là. Après la révolution russe de février, qui enthousiasme les socialistes des pays alliés, car elle débarrasse la cause de la guerre du droit de l'hypothèque de l'autocratie tsariste, le premier événement majeur est la scission du SPD. La minorité critique de l'Union sacrée fonde un nouveau parti, l'USPD, Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne. Pendant 5 ans, jusqu'en 22, il coexiste avec le SPD majoritaire, dont la sigle était MSPD, et fournira plus tard au Parti communiste allemand, KPD, son assise sociale et militante. Sa création, les 6, 7, 8 avril de 17 à Gotha, s'inscrit dans un processus de divergence croissante entre les partisans du soutien à l'effort de guerre autour de Hebert et de Scheidmann et la minorité regroupée autour de Hugo Haase, déjà réticente au vote des crédits de guerre en 14. Chassée dès 1916 du groupe parlementaire du SPD, celle-ci est exclue du parti en janvier 17. L'USPD associe la minorité pacifiste, dont les anciens protagonistes de la querelle révisionniste fin de siècle, c'est-à-dire Bernstein, Kautsky, mais aussi Rosa Luxembourg et ses amis politiques,
Kalibnek, Léo Jorich, je ne sais pas comment on le prononce en français, et Clara Zetkin. Des spartakistes qui rejoignent un temps l'USPD. Ainsi, l'USPD réunit pour quelques mois des réformistes, Bernstein, des insurrectionnels, Luxembourg, et des anciens orthodoxes, Kautsky, sur la seule base de l'opposition à la guerre. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la dernière partie, il est très éloquent, parce que le seul, vous voyez que le centrisme, en ce moment, c'était tous les courants qui s'opposaient à la guerre. L'Allemagne, on entend parler de la social-démocratie avait joué un rôle important traite. Mais vous voyez, pour les camarades qui connaissent à fond l'histoire du mouvement ouvrier, par exemple, vous avez dans la même courant politique un Bernstein et un Rosa Luxembourg. C'est-à-dire quelqu'un qui avait théorisé al début del XXe siècle toute l'idée de comment construire une évolution pacifique al socialisme, etc., et quelqu'un qui c'était la principale opposante et qui disait que c'était n'importe quoi, que c'était une rupture ouverte du marxisme. Vous savez aussi Kautsky et Luxembourg aussi. Kautsky, qui était plus orthodoxe et qui c'est le premier débat del socialisme, était contre Bernstein, c'était quelqu'un que Rosa Luxembourg considérait qui était un réformiste total, que le caractérisait, que son politique de stratégie politique était pur parlamentarisme, disait Rosa Luxembourg. Vous voyez que c'était dans la même courant politique. Sont ce courant, il y a quelques-uns qui après ont revenu à la social-démocratie, soit il y a eu des courants qui ont fondé le Parti communiste en Allemagne. Ça, c'est une question, c'est important. Quand nous revenons, et peut-être les camarades espagnols ici présents dans la salle pourront parler mieux que nous, sur la question de constitution de quelques éléments de centrisme aujourd'hui, cet élément d'opposition, après on va voir opposition à quoi et les différents courants qui existent, c'est une question qui sert beaucoup pour penser les courants politiques de ce moment. Voyez-vous les grades dans la même organisation politique pour un moment, quelques mois, entre, je répète, entre un Bernstein réformiste et un Rosa Luxembourg insurrectionnaliste. Il y a espace, ¿no? Es decir, par distance politique importante, mais pour un moment, s'est opposé à la guerre et ont construit une même organisation. Ça, c'est une bonne définition de qu'est-ce qu'il voit avec le centrisme. Donc, Trotsky développe beaucoup de caractéristiques de cette courant politique. On va à pas développer, mais je vous recommande un moment, si vous avez le temps, de lire un article de Trotsky qui s'appelle El centrisme et la quatrième internationale, que nous appelons le décalogue del centrisme, centrista, ¿no? Le décalogue du centrisme. Parce qu'il fait comme un identikit de centrista que c'est important pour se voir al miroir si on est nous, quelquefois, ou qu'il y a quelques éléments, mais surtout pour définir des autres courants politiques, parce que Trotsky dit des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, pour dire quelques exemples, par exemple, Trotsky dit, sur le plan théorique, non, il dit que lo central que dit Trotsky del centrisme, que c'est difficile, presque impossible de définir positivement. Que la principale caractéristique del centrisme, c'est de définir por lo que le manque. C'est une question importante. Et par exemple, il dit, sur le plan théorique, le centrisme, il est amorphe et éclectique. Si c'est quelque... Et ça, on le va voir
il n'y a pas, par exemple, les réformistes, ils sont, et après les staliniens, quand on change, se transformait encore en contre-révolutionnaire ouverte, réformiste, on construit en théorie, par exemple, la théorie del socialisme en un solo pays, qui était, decir n'importe quoi, c'était, del point de vue del marxismo y de la economía mundial capitalista, c'était totalement erroné, mais bon, il disait que la Russie, il y avait une cohérence théorique, théorique entre guillemets, mais une justification que c'était correcto. El mismo Bernstein, on en parlait avant, je sais pas. Bon, el réformisme, vous voyez que c'est pas son característica central. En otra cuestión que podré decir, por ejemplo, il dit Trotsky en suivant il élude autant que possible les obligations théoriques, élude, y tend en parole à privilégier la pratique révolutionnaire sur la théorie. Ça, c'est une question, c'est tout le contraire que de notre pratique où nous considérons qu'il y a une unité entre la théorie et la pratique révolutionnaire, ce que nous appelons praxis. C'est une question, ici, la théorie peut dire une chose, ça s'accommode à la réalité en fonction des différentes pressions. C'est pour ça que c'est une caractéristique centrale. Por ejemplo, c'est une question importante que nous le connaissons dans notre pratique politique. C'est une définition, la troisième définition que dit Trotsky dans cet article, par exemple, qui dit « El centrismo est très disposé à proclamer son hostilité envers le réformisme, mais il ne mentionne jamais le centrisme. De plus, il considère que la définition même du centrisme est peu claire, arbitraire, etc., etc. En d'autres termes, le centrisme n'a pas été appelé par son nom. » Et ça, c'est une question que si vous avez un courant centriste face à vous, vous verrez que c'est comme ça. Que n'aime pas. On ne connaît, après je vais parler que c'est la spécificité del centrisme, la spécificité que c'est le centrisme du mouvement trotskiste, mais ici en France, par exemple, que nous l'utilisons, tout le monde considère que nous sommes en train de faire un insulte à les autres courants politiques. ¿No? Cuando on parle del centrisme, nous, on insulte à personne, nous, on est très correct dans la vie politique, mais tout le monde considère que nous abusons de ces catégories, que nous insultons tout le monde, et donc c'est une catégorie interdite d'utilisation. C'est une catégorie interdite d'utilisation parce que donc, les courants sont ou réformistes ou révolutionnaires. Le centrisme, c'est une question qu'on n'utilise pas. Et bon, il y a Trotsky qui dit tout ça, mais cette question, il est... Trotsky, vous voyez que Trotsky connaissait beaucoup les centristes, ¿no? C'est comme il train de décrire su palma de la mano, no sé cómo. Ça pend de sa main, tu vois. Il les connaît comme son personnage terrible. Il faut avoir de patience avec quelques-uns, mais c'était... Après, on va voir la politique. Une autre caractéristique aussi que nous connaissons est importante, le centriste dissimule souvent ces oscillations en parlant du danger du sectarisme. Que pour lui ne consiste pas dans la passivité propagandiste abstracte à la Bordiga. Bordiga, c'était un propagandiste maximaliste italien, mais dans l'intérêt actif pour la pureté des principes, la clarté des positions, la cohérence politique et la perfection organisationnelle. Donc, c'est-à-dire, le centriste, pas les choses, mais ne... Je ne sais pas si c'était clair, en fait. Oui, c'est bon.
Le centriste dissimule souvent ces oscillations en parlant du danger du sectarisme, qui pour lui ne consiste pas dans la passivité propagandiste abstraite à la Bordiga, ce qui est en fait pour Trotsky la définition de sectarisme, mais dans l'intérêt actif pour la pureté de principe, la clarté des positions, la cohérence politique et la perfection organisationnelle. Donc les centristes vont appeler tout ça sectarisme. C'est une accusation, clairement, le sectarisme, c'est pas qu'ils train d'attaquer un courant propagandiste, qu'il n'y a pas d'initiative politique, c'est en train d'attaquer à le courant révolutionnaire. Le sectarisme, c'est le courant révolutionnaire. Spécifiquement, Trotsky était accusé tout le temps pour ce courant centriste de sectaire. C'est une question qu'il ne comprenait pas, qu'il était très brusque, qu'il était très... Parce que Trotsky exigeait tout le temps clarté révolutionnaire, que c'est une question centrale pour la discussion entre les différents courants politiques, et ça, c'était considéré sectarisme. Mais c'est une caractéristique importante, et c'est aussi une caractéristique que nous côtoyons beaucoup quand nous faisons la politique encore dans les dernières années ici en France. Donc, il y a des autres caractéristiques, mais j'en passe. Moi, je voudrais... Je suis en train de... Totalement. C'est pas mon truc, ça, vous comprenez. Sinon... Non, ahí sí. Heureusement, ne sont pas beaucoup, mais donc j'arrive à la trouver rapidement. Non, je voudrais... donc, le plus surprenant, c'est que Trotsky utilise cette catégorie de façon très intéressante, parce que même dans les années 30, il applique cette catégorie quelquefois, en quelques moments, pour l'évolution de la SFIO, es decir, l'évolution de la social-démocratie. Ça, c'est une génialité de Trotsky, et que c'est une définition qui est faite comme préalable à ce qui s'appelait après el tournant français, el giro francés, como el tournant français, el entrismo dans les organisations socialdémocrates. Mais voyons la définition de Trotsky, que c'est ici. On est en train de parler d'un parti social-démocrate ici. Les partis de Jaurès, les partis de Blum. Mais les mêmes lois de la pensée dialectique s'appliquent également au Parti socialiste qui, comme nous l'avons déjà dit, partage le sort de l'État démocratique, mais dans le sens inverse. Il faut ajouter que, grâce à l'expérience de l'Allemagne et de l'Autriche, l'évolution du Parti socialiste dépasse même largement celle de l'État. Ainsi, la rupture avec les néos, qui étaient en courant de droite du Parti socialiste, a précédé de plusieurs mois le coup d'État du 6 février 1934. Non ? Bien sûr, ce serait une grave erreur d'affirmer qu'après la rupture du parti, il ne restait rien, entre guillemets, du réformisme et du patriotisme. Mais ce serait une erreur tout aussi grave de parler de social-démocratie au sens ancien du terme. L'impossibilité de donner désormais une définition simple, habituelle, établie est précisément l'expression la plus évidente du fait que nous sommes face à un parti centriste, qui en raison d'une évolution longtemps retardée du pays, recèle encore des contradictions extrêmement polarisées. Il faut être un scolastique incurable pour ne pas discerner ce qui se passe réellement sous l'étiquette Deuxième Internationale. Je m'arrête là. Vous voyez que ça, c'est incroyable, parce que Trotsky est en train il dit, imaginez-vous, ¿no? Y ça menait, cuando Trotsky faisait cette discussion, Trotsky, tout le monde pensait que Trotsky était en train de capituler à la social-démocratie, ¿no? Parce que imaginez-vous qu'il dit,
d'un parti social-démocrate, porque là, le droit a rompu, dit, imaginez, bien sûr, ce serait un grave erreur d'affirmer qu'après la rupture del parti, il ne resterait rien del réformisme et du patriotisme. Imaginez Trotsky disant que ces définitions sur un parti social-démocrate, etc., etc. Mais ici, c'est très intéressant de voir la méthode de Trotsky, comment il utilise la théorie politique de façon vivante. Parce qu'il ne s'arrête pas seulement, bon, c'est un parti social-démocrate, c'est l'ancien international, etc., etc. Donc, mais surtout, elle voit l'évolution. Elle voit comment ils sont en crise pour la démocratie bourgeoise, qui était, on commençait les premiers traits, on est après le 6 février 1934, c'est-à-dire après les premiers moments du bonapartisme en France, la démocratie bourgeoise est en train de s'effondrer et le Parti socialiste, la FIO, il n'est pas solide. Il commence une évolution dans les rangs de ce parti, surtout dans la base ouvrière, et surtout dans la jeunesse, que c'est une évolution à la gauche, vers la gauche. Et que l'amène à Trotsky en politique ultra-révolutionnaire, les trotskistes étaient très petits, ils n'avaient pas la façon de comment discuter avec ces ouvriers et ces organisations, l'amène à Trotsky d'entrer dans le Parti socialiste, dans la FIO, pour essayer, dans un moment précis, de faire une fraction révolutionnaire dans cette organisation. Et sortir renforcé. Ça, c'est très important parce que c'est une question que... mais c'est important, premièrement, de comment Trotsky utilise de façon créative la caractérisation, mais de façon précise, parce qu'après, dans l'histoire du moment trotskiste, avec ce type de questions, on a mené à n'importe quoi et à capitulation ouverte al réformisme de façon grave. Par exemple, il y a la corrente grantista que vient le camarade belge qui considère que toujours va y avoir une évolution de ce type. Et que donc, il faut entrer, même s'il n'existe pas, il faut entrer dans le parti réformiste en attendant ce type d'évolution. Le problème est qu'en attendant ce type d'évolution, vous commencez à... c'est pas indemne, vous commencez à adapter à les pressions des réformistes. Donc, à un moment venu, il n'y a pas beaucoup de différenciation et ce n'est pas inéluctable. C'est pas que, c'est pas, il y a quelquefois que c'est comme ça dépend évidemment de la lutte de classe, ça dépend de beaucoup d'autres éléments. C'est pas inéluctable que tout parti social-démocrate toujours va évoluer comme ça. Donc, c'est une question toujours à voir. C'est une question que des autres courants politiques, Daniel l'a expliqué dans la discussion hier sur le centrisme, que c'est une discussion plus historique, qu'on faisait aussi entrisme dans le Parti communiste, où il n'avait pas, après la Deuxième Guerre mondiale, où il n'avait pas rien, aucun élément d'évolution à gauche, n'existait pas. Et surtout, à différence de Trotsky, ce n'était pas en question pour un moment, parce que vous voyez qu'on est en train de parler de quelques mois, peut-être une année, pas plus, parce que c'est une évolution précise. C'est c'est un moment transitoire que, évidemment, il faut intervenir. Évidemment, peut-être aujourd'hui, les temps sont différents, parce qu'on n'est pas encore, les tendances à la révolution et la contre-révolution ne sont pas encore très intenses comme dans ces époques, et peut-être ça donne que l'évolution du centrisme il est plus lente, différente, on verra. Il faut le discuter précisément, c'est une discussion politique. Mais en tout cas, dans l'utilisation de Trotsky de l'entrisme, il y a un moment qu'il faut profiter, mais pas plus. Même quand il y a un tournant à droite de cette direction, parce que la direction doit imposer son autorité dans le parti en suivant
la politique del Front Populaire, la politique s'adaptant à la bourgeoisie impérialiste française, il faut sortir. Et ça crée toute une crise avec les trotskistes en ce moment, que c'est un des principaux problèmes de pourquoi le trotskisme en France, dans les années 30, ne s'est pas renforcé à fond. Il n'arrive pas bien préparé à le 36. C'est-à-dire... Oui. Ça c'est une question importante. Et même que peut-être l'échec des trotskistes pour sortir, pour pas sortir, il y a eu beaucoup de pression, parce qu'il y a des pressions à ne pas sortir, de s'adapter même, et se considère pas que c'est le moment. Il y a des conséquences plus générales dans les moments, dans la construction de la cartera internationale, parce que Trotsky, je pense que pensait que ces politiques, il allait avoir plus réussi lo que fue. Y la crise française, je pense qu'il y a... Oui, et je pense que la crise française, il y a des conséquences, parce que, par exemple, dans le moment que se produit la crise française, Trotsky, les SWP américains considèrent qu'il faut faire l'entrisme del Parti socialiste, mais il y a un secteur très important que se soutient avec l'exemple, les conséquences négatives qu'il y a dans l'exemple français. Je dis que ça c'est un petit parenthèse, mais c'est important de voir, parce que Trotsky voyait avec tous ces politiques comment construire la cartera internationale, était en train de discuter ça. Et quelquefois, il y a toute une discussion il faudrait fonder la cartera internationale, mais peut-être Trotsky même attendait plus de quelques politiques qui appliquaient de façon plus correcte, étaient peut-être plus gagnants, mais surtout l'application en France était très mauvaise. Il y a eu des conséquences peut-être à niveau plus international sur l'évolution des trotskistes. Donc, ça c'est une question que... ça c'est une question que cuando nous avons rompu el morenismo, el morenismo c'est un courant trotskista latinoamericano, ou bien les fondateurs de la fraction trotskista Cartera Internacional, c'est-à-dire notre courant international, nous on militait un courant trotskista qui s'appelait la Liga Internacional de Travailleurs, c'était très fort à niveau latino-américain en ce moment. Nous, el centrisme, on ne connaissait pas. Dans notre organisation internationale, ne se parlait pas de centrisme. Donc, il y avait toutes des autres catégories, révisionnisme. Par exemple, le révisionnisme, c'était la courant qui révisait le programme de transition. Opportunisme, il y avait beaucoup de capitulation à la social-démocratie, capitulation al stalinisme, mais la catégorie de centrisme, on ne la connaissait pas. Cuando nous avons rompu avec ce courant politique qui s'appelait le morenisme, nous commençons à lire toutes ces questions, camarades, ils sont, heureusement, les camarades qui lisent français le peuvent lire de façon directe, ils sont dans la œuvre de Trotsky, que c'est Pierre Brouet, un grand historien qui a fait un travail de publication de toutes les lettres de Trotsky internes. Et ça, c'est surtout sur ces documents que Trotsky développe à fond toute cette catégorie. Quand nous avons rompu avec le morenisme, nous avons étudié beaucoup ces œuvres. C'est un des premiers voyages que nous avons fait à l'Europe. La première question que nous avons achetée, c'était la œuvre de Trotsky. Et pour nous, c'était un trésor, parce qu'il avait cette définition de centrisme que pour nous, c'était très important. Quand nous commençons à comprendre, je dis pour comprendre, sortir de la vision, ¿no? Il y a les réformistes, on avait la vision, il y a les réformistes, et nous, on est un courant international, on est les mieux, la courant plus révolutionnaire. C'était une question... Bon, après, c'est le cas aussi des camarades grantistes, qui considèrent que ce courant international, c'était la seule possible. Donc,
des problèmes graves dans le moment trotskista. Quand vous revenez à Trotsky, qu'il y a toute cette richesse de pensée sur les courants fondamentaux du mouvement ouvrier et surtout les évolutions de cuando nous avons, primeramente nous avons compris la catégorie de centrisme, mais quand nous avons arrivé à dire, parce que c'est pas évident, c'est un article de Trotsky qui s'appelle L'évolution de la FIO. C'est un petit article de Trotsky. Mais il dit ça, nous on était en train de dire qu'un parti réformista peut devenir centrista. Vous voyez, je dis parce que ça c'est important parce que nous pensons que, surtout en France, où il y a eu une tradition trotskiste, je pense que et beaucoup de gens ils parlent mal du trotskisme, il y a une mauvaise réputation. Ils n'ont pas lu Trotsky, ou n'ont pas compris Trotsky jusqu'à fond. C'est pour ça qu'il y a un travail énorme de reprendre à fond toutes ces catégories. Par exemple, je ne sais pas comment faire politique aujourd'hui sans cette catégorie politique. Mais c'est une question que, si en France, ne s'utilise pas. Donc, ça, c'est il y a des autres exemples, peut-être Salvador après pourrait parler mieux que moi, du parti centriste plus important de l'histoire, que c'était le POUM, Parti ouvrier d'unification marxiste. C'était un parti de presque 30 000 militants. Vous voyez que c'était une chose très importante, surtout très développée à Barcelone, qui était au cœur de la Révolution espagnole, mais c'était un parti centriste, qui était même, son principal dirigeant, André Ounin, était tué par les staliniens. Mais on n'a pas le temps, mais c'est très important de voir comment ce parti, pendant la Révolution espagnole, même si, à différence des staliniens, il y avait une politique pour la dictature du prolétariat, il a fini toujours, dans les moments décisifs, pour capituler al Front populaire et à la bourgeoisie catalane et à la bourgeoisie. Ça se voit, par exemple, dans comment il est opposé al Front populaire, mais finit pour signer le programme. Ça se voit qu'il est critique du Front populaire, mais finit pour être ministre du Front populaire, elle-même à André, etc., etc., etc. Tout a une idéologie et un discours et une théorie très rouge, très à gauche. André Ounin, c'était quelqu'un qui était parti de la internationale, pour Trotsky, c'était une des grandes possibilités de construire un grand parti révolutionnaire. Mais au lieu de ça, el POUM finit por être un grand obstacle à la Révolution espagnole. Trotsky lo définissait comme le dernier obstacle à la Révolution espagnole. Évidemment, le premier obstacle, c'était les social-démocrates et surtout les staliniens. Mais ça, c'est important pour voir que, vous voyez, on était en train de parler de petits courants politiques, on était en train de parler d'un courant qui n'était pas encore de masse, mais imaginez-vous, un courant de 30 000 militants, c'est pas rien. Et avait échoué, mais c'était un obstacle pour avancer plus à fond dans le chemin de la révolution. Donc, je vais lire deux questions de plus. J'essayais de donner des éléments en utilisant et commentant quelques citations de Trotsky pour définir ce courant politique. Une fois que la définition, la question c'est qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre attitude? Qu'est-ce qu'on fait de cette définition? Oui, qu'est-ce qu'on fait de cette définition? À moi, comme Trotsky le voyait. Et ça, c'est une grande discussion, mais c'est important de voir que Trotsky attend peu de choses de l'évolution proprement dite
de cette formation centriste. Ou plus exactamente, ils pensent qu'ils sont allés pour leur propre moment, c'est-à-dire pour leur propre rapport avec le mouvement de masse, aussi long qu'ils pouvaient aller. Ça, c'est la vision de Trotsky. Es decir, il n'était rien objectiviste. Il ne considérait, il disait, on a avancé et on a évolué jusqu'à là, on attend presque rien. Il attend surtout un résultat positif del combat pour les gagner, de la lutte politique, pour leur transformation ou leur destruction. Et dans cette correspondance, j'ai dit, par exemple, ça sur le bloc del 4, c'est une question que Trotsky signe le premier appel pour la formation de la quatrième internationale, c'est avec 3 courants centristes. Vous direz, on a signé c'est un grand pas d'avant, évidemment. Les trotskistes qui réussissent avec des autres courants, le SAP allemand, des courants des Pays-Bas, etc. Vous dites, bon, on signe un courant pour construire un nouvel international, c'est un premier appel qui s'appelle le bloc de 4, précisément que sont 4 courants. Et Trotsky dit que maintenant qu'on a cette victoire politique pour voir quelle était son conception politique sur l'évolution del centrisme, il dit il ne faut pas s'imaginer que maintenant qu'ils ont accepté le cadre et l'orientation que nous proposions, es decir, les trotskistes proposions, la bataille est terminée. Il ne fait que commencer. C'est une bataille longue. Qui sera longue. Il va falloir éclaircir, aviver leurs contradictions, travailler à leur différenciation interne, assurer la progression, etc. Ça, c'est une question centrale. Es decir, que, premièrement, nous essayons de donner des poids à les différents courants del mouvement ouvrier et essayer de distinguer qu'est-ce que c'est un courant centriste. Et maintenant, nous voyons qu'il y a courants qui sont en train d'évoluer à gauche. Bon, on reste comme ça en attendant son évolution jusqu'au communisme révolutionnaire. Pas du tout. L'évolution va dépendre de la bataille politique. L'évolution va dépendre de la différenciation. De différenciation des secteurs. Ça, c'est une question clé. Porque de la bataille politique que nous descendons, de la clarification politique. C'est une question clé qu'on va être obligé à apprendre. Parce que maintenant, même on commence à dire, j'ai parlé hier dans le plénière international, qu'il y a quelques évolutions, surtout encore, entre réformisme de gauche surtout. La politique, la méthode trotskiste, camarades, pour les faire évoluer, et c'est fini avec ça, c'est la discussion en commun del programme, la question, es decir, lo que nous appelons l'élection stratégique et programmatique de la lutte de classe. Pour nous, c'est la question. El programme définissait, malgré de où venait ce courant, si on était vraiment d'accord avec les tâches qui se correspondent à la période. C'est pour ça que la discussion programmatique, c'est clé. Programmatique et stratégique, c'est clé. C'est pour ça que, par exemple, Trotsky, quand signe la déclaration del bloc de 4, il dit c'est une déclaration, il est très progressive, vous la pourrez regarder aussi dans la sub ou sur Internet, vous voyez qu'il est très progressif, mais Trotsky dit il faut mener à faire un programme. Ce n'est pas notre programme complet, il faut travailler ça, et ça c'est une bataille politique dont la condition centrale, pour le dire de façon plus générale, dans la discussion avec le centrisme, va être la intransigeance idéologique et la flexibilité tactique, parce qu'il faut proposer tout le temps des politiques
de front unique pour faire aussi évoluer dans l'action ce courant. Mais c'est la combinaison d'un politique pas propagandista, es decir, dans le sens d'établir des liens, et des liens pas seulement des liens personnels, sino des liens politiques sur l'action, sur les tâches qui se correspondent à les courants révolutionnaires, et en même temps maintenir une importante intransigeance idéologique sur toutes les questions centrales de la stratégie révolutionnaire et du programme.